Bienvenue sur Contes du Sommeil. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, une histoire qui fait froid dans le dos et qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Accrochez-vous car les détails sont parfois plus étranges et plus terrifiants que la fiction. Ne manquez rien car la vérité est souvent pleine de rebondissements inattendus. Préparez-vous à plonger dans l'obscurité des faits réels. Lindsay Hooper est née le 30 décembre 1984 au Royaume-Uni. Lindsay était la deuxième de 3 sœurs. Sa famille était assez aisée, aimante et très unie. Les parents de Lindsay étaient Bill et Julia. Ses sœurs s'appelaient Louise et Lisa. Depuis son enfance, Lindsay a toujours été une fille douce, travailleuse et serviable. En 2006, Lindsay a obtenu son diplôme avec les honneurs en biologie de l'université de Leeds. La vie de Lindsay s'annonçait radieuse et pleine de promesses. Lindsay était une jeune femme à l'esprit libre. Elle voulait passer quelques années de sa jeunesse à découvrir la vie dans différents pays avant de se marier et d'avoir une vie stable. C'est pourquoi, après avoir obtenu son diplôme universitaire, Lindsay a décidé de partir au Japon pour enseigner l'anglais. Son petit ami, Ryan Goddard, prévoyait également de la rejoindre au Japon 1 an plus tard. Lindsay a facilement trouvé un emploi à l'école ECC de Tokyo, l'une des plus grandes écoles privées du Japon. Il semblerait que Lindsay se soit rapidement adaptée à sa nouvelle vie. Elle partageait une chambre avec 2 amies, également enseignantes à l'école. Chaque jour, Lindsay prenait son vélo jusqu'à la gare, puis le train jusqu'à l'école et inversement. Elle contactait régulièrement sa famille au Royaume-Uni et partageait avec eux des photos qu'elle prenait quotidiennement de la vie et des gens au Japon. Lindsay était visiblement très heureuse et satisfaite de sa nouvelle vie là-bas. Cependant, le bonheur de Lindsay ne dura pas longtemps. Le matin du 25 mars 2007, Lindsay fit ses adieux à ses 2 colocataires et quitta la maison avec son sac et son matériel pédagogique, mais elle ne revint jamais. Dans l'après-midi du 26 mars, les parents de Lindsay reçurent un appel d'un membre du personnel de l'école leur disant que Lindsay n'était pas venue travailler depuis 2 jours consécutifs. Il s'avéra que ses colocataires avaient appelé la police la nuit précédente lorsque Lindsay n'était pas rentrée à la maison, mais pour une raison quelconque, la police n'avait pas encore ouvert d'enquête. Inutile de dire à quel point la famille de Lindsay fut paniquée en apprenant la nouvelle. Le père de Lindsay se dépêcha de réserver le vol le plus tôt possible pour Tokyo et contacta Ryan, le petit ami de Lindsay. En apprenant la nouvelle, Ryan s'arrêta net et se souvint immédiatement de l'histoire que Lindsay lui avait racontée 6 jours plus tôt. C'était le 20 mars 2007. Lindsay était en train de prendre le train pour rentrer chez elle quand un inconnu l'approcha. Il se présenta comme un élève de Lindsay, mais Lindsay connaissait bien les visages de ses élèves et elle était sûre que cet homme n'en faisait pas partie. Malgré tout, Lindsay le salua poliment et détourna le regard. Pour une raison quelconque, cet homme la mettait mal à l'aise. Lindsay descendit du train et rentra chez elle à vélo comme d'habitude, mais alors qu'elle approchait de chez elle, elle se retourna involontairement et réalisa que cet homme était juste derrière elle. Il l'avait suivie en courant jusqu'à sa maison. L'homme s'approcha et dit qu'il partait étudier à l'étranger et qu'il voulait apprendre plus d'anglais. Il demanda si Lindsay pouvait lui donner des cours particuliers pendant quelques séances. Lindsay était un peu effrayée au fond d'elle, mais elle essaya de se calmer. Peut-être s'inquiétait-elle trop, peut-être n'était-il qu'un étudiant qui voulait apprendre plus d'anglais. À ce moment-là, les 2 étaient arrivés à l'appartement de Lindsay. L'homme dit qu'il avait très soif et demanda s'il pouvait entrer pour un verre d'eau et discuter ensuite des horaires de cours. Lindsay hésita un peu, mais elle savait que ses 2 colocataires étaient aussi à la maison et l'invita à entrer. Après un rapide salut à ses 2 colocataires, l'homme s'assit pour parler à Lindsay dans le salon. Lindsay accepta de lui donner des cours d'anglais dans un café. Elle pensait en elle-même « C'est un endroit bondé, comment pourrait-il y avoir un problème ?» Pendant qu'il parlait, l'homme dessina un croquis du visage de Lindsay et y inscrivit son nom, son numéro de téléphone et son adresse e-mail. Cet homme était Tatsuya Ichihashi. La première leçon de Lindsay avec Ichihashi eut lieu le 25 mars 2007 dans un café près de la gare. La veille, Lindsay avait envoyé un message à son petit ami au Royaume-Uni lui disant de ne pas s'inquiéter trop de l'homme qui l'avait suivi chez elle. Il n'était qu'un type bizarre. Ils étudiaient dans un café, donc tout irait bien. Lindsay s'était lourdement trompée.
Après avoir été informés, les policiers ont vérifié les caméras de sécurité du café et ont facilement vu Lindsay entrer dans le café avec Ichihashi. Lindsay semblait nerveuse et mal à l'aise. Elle touchait constamment ses cheveux. Ils ont étudié pendant environ 50 minutes. Après cela, Ichihashi semblait fouiller dans toutes ses poches sans trouver quelque chose. Vers 22 heures, Lindsay a été vue pour la dernière fois avec Ichihashi. Le 26 mars à 20 heures, 9 policiers se sont rendus à l'appartement d'Ichihashi. Les policiers se sont divisés en 2 groupes. Un groupe est resté au rez-de-chaussée, un autre groupe est allé frapper à la porte de son appartement au 4e étage. Cependant, après avoir ouvert la porte, à la surprise des policiers, Ichihashi a fui l'appartement et a échappé au cordon policier. Il est parti pieds nus, avec un sac à dos, et a couru en direction de la sortie de secours de l'immeuble. Les policiers se lancent à sa poursuite, mais il est déjà trop tard. Ichihashi est incroyablement rapide. Aucun des officiers n'a de radio. L'équipe du 4e étage est donc incapable d'alerter celle qui attend en bas. Par conséquent, en arrivant au rez-de-chaussée, Ichihashi parvient une fois de plus à échapper au groupe de policiers qui l'attendaient en se faufilant dans un dédale de ruelles. La police ne peut qu'assister, impuissante à sa fuite. Les enquêteurs pénètrent alors dans l'appartement d'Ichihashi. Le lieu est en désordre complet, jonché d'affaires féminines. Dans un coin, ils remarquent le sac à main de Lindsay, mais ce n'est pas encore le pire. C'est sur le balcon que la police fait une découverte effroyable. Ichihashi a déplacé la baignoire à l'extérieur. En s'approchant, les policiers voient qu'elle est remplie d'un mélange de terre et de sable. De ce mélange macabre émerge une petite main blanche. C'est le corps de Lindsay Hawker. Le corps dévêtu de Lindsay est extrait de la baignoire. Sa bouche est bâillonnée avec une écharpe, tandis que ses membres sont fermement ligotés avec de la corde de jardinage. Son corps est couvert d'ecchymoses, témoignant de l'attaque sauvage et prolongée qu'elle a subie. Une ecchymose sur sa joue gauche indique qu'elle a été frappée au visage à de multiples reprises. D'autres contusions suggèrent qu'elle a été rouée de coups et projetée contre les meubles. Lindsay a été étranglée avec une telle violence que le cartilage de son cou s'est brisé. Son crâne a été rasé et ses cheveux ont été retrouvés dans un sac en plastique. C'est le pire cauchemar que des parents puissent imaginer. Le corps de Lindsay a été retrouvé. Le voyage du père pour retrouver sa fille s'est transformé en un voyage pour identifier sa dépouille. La police commence alors à se pencher sur le profil d'Ichihashi. Ichihashi, 28 ans, vivait seul dans un appartement que ses parents lui avaient acheté dans le quartier de Chiba, dans la banlieue est de Tokyo. Ses parents étaient des personnes aisées et respectées. Sa mère était dentiste et son père chirurgien. Pourtant, depuis son plus jeune âge, Ichihashi était une déception constante pour eux. Il n'avait jamais réussi à conserver un emploi stable et, à 28 ans, il vivait encore des allocations mensuelles que ses parents lui versaient. Ichihashi menait une vie solitaire, sans amis, et nourrissait une passion pour les mangas violents. Il avait également déjà été arrêté pour harcèlement et agression sur des femmes. Au moment des faits, il avait une petite amie, mais leur relation était à distance et ils ne se voyaient que quelques fois par mois. Ichihashi était aussi décrit comme obsédé par l'exercice physique. Il fréquentait assidûment les salles de sport et s'entraînait à la course à pied. C'est probablement ce qui lui a permis de suivre Lindsay alors qu'elle rentrait à vélo le 20 mars. Après le cours du 25 mars, Ichihashi prétend avoir oublié son argent chez lui et convainc Lindsay de prendre un taxi avec lui pour le récupérer. Lindsay demande au chauffeur de l'attendre quelques minutes pendant qu'elle monte avec Ichihashi. Cependant, 7 minutes plus tard, elle n'est toujours pas revenue et le chauffeur, perplexe, décide de partir. Des avis de recherche avec la photo d'Ichihashi envahissent bientôt tout Tokyo. L'affaire est diffusée en boucle sur les chaînes d'information nationales et internationales. La police lance un appel à témoins, demandant au public de fournir la moindre information qui pourrait mener à l'arrestation de ce dangereux criminel. Au cours de l'enquête, la police reçoit environ 8000 signalements. Les enquêteurs suivent toutes les pistes, explorant les quartiers chauds, les motels et les hôtels, mais l'enquête n'aboutit à rien. Les mois passent et Ichihashi semble s'être volatilisé. Pendant ce temps, un phénomène étrange et morbide émerge sur Internet. Des fan-clubs dédiés aux tueurs. Ils le célèbrent comme un héros, un hors-la-loi défiant les autorités.
Certains de ses admirateurs le qualifient même de criminel le plus séduisant du Japon. Mais ce que personne ne sait, c'est que ce visage n'existe déjà plus. En réalité, Ichihashi se terre dans des logements précaires à Ichikawa, au nord-ouest de Tokyo. En voyant son visage placardé partout sur les avis de recherche, il fait tout pour éviter les caméras de surveillance. Il change constamment de lieu de résidence, porte des lunettes, des perruques et un masque pour se déguiser. Mais Ichihashi sait que cela ne suffira pas. Il a alors une idée aussi folle qu'audacieuse, s'opérer lui-même le visage. Avec une trousse médicale achetée pour l'occasion, il s'excise un grand grain de beauté sur la joue gauche. Puis, avec des ciseaux, il tente de réduire la taille de sa lèvre inférieure. Il ne parvient pas à terminer du premier coup tant la douleur est intense, mais il n'abandonne pas. Quelques jours plus tard, il achève son autochirurgie dans des toilettes publiques. Ichihashi utilise également une aiguille et du fil pour tenter de resserrer son nez, mais la rhinoplastie artisanale s'avère bien plus complexe que de couper une lèvre. Il doit maintenant trouver un autre plan, subir une véritable opération de chirurgie esthétique. Et pour cela, il a besoin d'argent. Il a donc usurpé l'identité d'un homme décédé, utilisant son nom et son adresse pour se faire embaucher comme ouvrier sur un chantier de construction à Osaka. Bien que ses collègues le trouvaient excentrique et étrange, personne n'a jamais eu le moindre soupçon. Pendant que la police le traquait sans relâche à travers tout le pays, Ichihashi a tranquillement travaillé pour cette entreprise pendant 13 mois, réussissant à économiser environ 1 million d'yens. Finalement, avec l'argent durement gagné, il a pu financer sa première opération, une rhinoplastie pour allonger et rehausser son nez. L'intervention fut un succès, mais Ichihashi n'était toujours pas satisfait. Ce n'était que le début. Il était déterminé à transformer entièrement son visage. 2 ans après les faits, le 24 octobre 2009, Ichihashi se rendit dans une autre clinique esthétique, cette fois à Nagoya, pour une chirurgie des lèvres et des paupières. En remplissant les formulaires, un membre du personnel a remarqué une cicatrice intrigante sur sa joue, la marque laissée par le grain de beauté qu'il s'était lui-même retiré. La méfiance commença à s'installer. Après qu'Ichihashi a accepté de prendre des photos pour comparer le avant-après de son visage, le personnel a eu un choc. Son visage le rappelait étrangement celui du fugitif le plus recherché du Japon. Sans perdre une seconde, ils ont alerté la police. Mais Ichihashi, tel un animal traqué, possédait une sorte de 6e sens. Sentant le vent tourner, flairant la méfiance du personnel, il a immédiatement démissionné et a pris la fuite, se dirigeant vers Okinawa dans une dernière tentative désespérée pour disparaître. Mais cette fois, c'était la fin du jeu. La police l'attendait et l'a appréhendé directement au terminal du ferry. Conscient qu'il n'y avait plus aucune issue, il n'a opposé aucune résistance et a suivi les officiers. Face aux enquêteurs, Ichihashi n'a pas tardé à avouer. Il a raconté avoir repéré Lindsay par hasard dans le train ce jour-là et avoir décidé de la suivre. Et c'est ainsi que se termine cette traque implacable. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous raconter ces affaires fascinantes. Pensez-vous que la justice a finalement été rendue? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, nous avons hâte de vous lire. Merci d'avoir écouté les Contes du Sommeil et à très bientôt pour une nouvelle histoire.